nuances de Next. Le Next 40, comme vous ne l'avez jamais entendu, animé par Olivier Mathieu et Thomas Benzazon. Parce qu'ils sont dirigeants de certaines des plus belles boîtes de France, on pourrait les imaginer assis sur des fauteuils en cuir, mais aujourd'hui dans 40 nuances de Next, ils sont sur le canapé. On retrouve mon compère Olivier Mathieu et surtout notre invité Firmin Zocchetto pour parler de lui, pour le découvrir. Firmin, est-ce que tu es prêt à passer sur le canapé ? Oui, je suis prêt. Allez, relaxez-vous. Et maintenant, on parle de vous ? Alors sans vouloir faire de la psychologie évidemment de bistrot, c'est vrai que l'entrepreneuriat c'est aussi un état d'esprit, c'est pas seulement c'est évidemment dans l'action, mais c'est aussi une façon ou un rapport au monde, en tout cas au monde économique. Et donc c'est intéressant pour nos auditeurs et pour nous-mêmes de comprendre aussi si on dit comme parfois est-ce qu'on est entrepreneur ou est-ce qu'on le devient. Toi tu as commencé très jeune. Et est-ce que c'est une vocation en tant que telle d'être entrepreneur ? Est-ce que c'est la volonté de prendre en main son destin ? C'est plutôt de vouloir changer le monde ? Ou est-ce que c'est un peu par hasard ? Est-ce que toi-même tu as dit que ton père était entrepreneur ? Quels sont les ressorts de départ ? Oui, il y a peut-être une partie de génétique là-dedans, mais tous mes ancêtres étaient entrepreneurs. Mon arrière-grand-père qui est parti d'Italie pour trouver du travail en France a créé sa boîte. Et depuis, en fait, tout le monde a créé sa boîte. Donc il y a peut-être une part de génétique là-dedans. Non, mais très tôt, on l'a dit, à 17 ans, j'ai créé ma première boîte, j'ai eu d'autres aventures ensuite. C'est pouvoir être libre de travailler sur les sujets qui me plaisent, recruter les personnes avec qui j'ai envie de travailler, s'associer avec les personnes avec qui on a envie de travailler. Enfin, c'est quelque chose qui m'a toujours plu. Ne pas s'inscrire dans un cadre déjà défini, mais dessiner le cadre à l'intérieur duquel on pourra faire évoluer chacun, avoir un impact sur le monde qui est super fort, inventer des produits, des services. Ouais, c'est tout ça que j'aime bien dans l'entrepreneuriat, vivre une aventure, ne pas avoir de limites, sauf celles qu'on veut bien se poser. Donc c'est quelque chose qui me correspondait bien et encore aujourd'hui, je me verrais absolument pas faire autre chose. Si tu te vois pas faire autre chose, je pense comme des milliers et des milliers d'entrepreneurs, est-ce que parfois tu t'es dit mais dans quelle galère je me suis embarqué ? Non, je me suis jamais dit ça. Je me suis souvent dit que y avait 30 problèmes à régler chaque jour, mais que la big picture de tout ça, c'était beaucoup de challenges, beaucoup de joie, de bonnes nouvelles, de fierté, de rendre service à pas mal de gens, que ça soit les payfitters, nos clients, leurs employés, des personnes juste de l'écosystème qu'on peut inspirer d'une manière ou d'une autre, aider. Voilà, j'ai plutôt je suis quelqu'un de très optimiste. C'est d'ailleurs, je pense, un de mes plus gros défauts. On va rentrer dans la psychologie. Pourquoi c'est un défaut ? L'optimisme poussé à outrance peut être un défaut parce qu'en fait, ça peut vous mettre des œillères sur certaines choses. Vous pouvez trop faire confiance aux gens, ne pas voir certains problèmes en se disant que de toute façon, ça va se régler, ça va s'améliorer tout seul, fixer des objectifs qui sont inatteignables. Il y a pas mal de petits défauts comme ça qu'il faut connaître pour les contrebalancer. J'ai mis un peu de temps à m'en rendre compte, mais une fois qu'on le sait, c'est facile ensuite d'agir sur ça. Et est-ce que le fait de travailler avec des associés, ça t'aide dans ce domaine-là ? Est-ce qu'il y a des notions de complémentarité, pas seulement en termes de compétences, parce que vous aviez travaillé ensemble très jeune aussi, comme tu le disais, mais dans des premières entreprises, des premières aventures entrepreneuriales, mais est-ce qu'il y a aussi des complémentarités en termes de caractère qui permettent de fixer des limites l'un à l'autre, les uns aux autres ? Complètement, il n'y a pas juste les compétences sur lesquelles on peut être complémentaire. Les caractères, c'est extrêmement important aussi. Il peut y avoir des personnes qui sont plus aptes à parler en public, d'autres qui vont être introverties, et des personnes qui sont plus prudentes, plus optimistes, il y a des personnes qui sont calmes, des personnes qui vont être fougueuses, et avec Florian et Guilain, on est à la fois complémentaires sur les compétences, mais aussi sur les caractères, tout en partageant
une même ambition, des mêmes valeurs, un même amour pour la bonne bouffe et pour le sport. Eh bien, c'est une transition parfaite parce que justement, on a une question d'un de tes associés, Florian. Je te propose de l'écouter. Tu as le droit à un joker, mais je suis sûr que tu as envie. Vous avez un message. Salut fille, c'est Flo. J'ai une petite question pour toi. Dans tes rêves les plus fous, tu préférerais prendre la présidence du Stade Lavallois et les faire monter en Ligue 1 ou alors diriger une équipe de cyclisme et leur faire gagner le Tour de France? Tu peux répondre, fille. En tout cas, on comprend l'intérêt pour le sport. C'est une très bonne question. C'est difficile de choisir. J'aimerais bien faire les deux, mais déjà, ça va être très très ambitieux. Alors, je pense que je prendrais l'équipe cycliste. La dernière fois qu'un Français a gagné le Tour de France, il me semble que c'était il y a 35 ans. Bernard Hinault, il n'y en a pas eu de nouveau depuis. On a dû avoir Laurent Fignon, ouais. Ouais, Laurent Fignon, fin des années 80. Bon, c'est un rêve de gosse, c'est clair, de pouvoir faire ça. Ce serait tellement beau. Je serais curieux de savoir pourquoi il te pose cette question. J'imagine que ça touche à des choses peut-être au-delà de la passion, des activités que tu réalises souvent. Oui, on a l'habitude de faire pas mal de sorties à vélo entre fondateurs. On a notamment fait une cyclo-sportive ces 5 dernières années qui s'appelle l'Ardéchoise, qui est une cyclo-sportive assez dure en montagne. On fait une course tous les 3, chose qui nous soude aussi en dehors du travail. Et à la fin, celui qui arrive le premier devient CEO pour l'année. Non, on n'a pas encore joué comme ça. C'est plutôt celui qui arrive dernier paye le restaurant au vainqueur. Et est-ce que le sport joue un rôle aussi en termes de management chez Payfit? Enfin, est-ce que ça fait partie des valeurs ou c'est plus des passions individuelles qui interviennent pas vers les équipes de Payfit? Ça fait pas partie de nos valeurs, mais je dirais que c'est quelque chose qui est important dans la boîte. Il y a pas mal de sportifs, pas mal de personnes qui se retrouvent pour pratiquer des activités sportives. Bon, je sais que tous les mardis soirs, par exemple, il y a l'équipe espagnole à Barcelone qui joue au foot, l'équipe britannique à Londres qui joue au foot. On a deux équipes de filles qui jouent également, 4 équipes de garçons. Donc il y a beaucoup de sportifs dans la boîte. Après, c'est pas une valeur de boîte. Je dirais, il faut être inclusif aussi. Il y a des personnes qui ne sont pas sportifs, qui n'aiment pas le sport, qui préfèrent le théâtre, par exemple, ou tout autre divertissement. Et voilà, c'est de notre responsabilité, en tant qu'entrepreneur, de donner la possibilité aux personnes qui ont envie de s'épanouir sur certaines activités de pouvoir le faire. Ça, c'est génial. Mais pas d'imposer ou de mettre ça dans la culture ou dans les valeurs. Et dans ce que toi tu apprécies de faire, donc on a bien compris qu'il y a une place importante qui est dédiée au sport. Est-ce que tu as d'autres moments où tu te retrouves? On a tous besoin de s'inspirer régulièrement, de prendre du recul aussi parfois. Est-ce que tu as des moments spéciaux que tu t'accordes et dans lesquels tu exerces ou non d'ailleurs une activité précise? Bon, déjà, passer du temps sa famille, ses amis, c'est quelque chose qui est super important et qui fait beaucoup de bien. Partir en vacances, déconnecter totalement, ça c'est quelque chose aussi qui est indispensable. J'ai mis du temps à le faire et à en comprendre tous les bénéfices, mais c'est très très important surtout pour tenir sur la durée. C'est un marathon. On peut pas être 10, 15, 20 ans à haut niveau sans avoir un rythme très sain qui comprend notamment des vacances où on coupe tout. Mais bon, moi, le moment où je me ressource énormément, c'est quand je pars sur mon vélo pendant plusieurs heures et où bon, je pédale, mais je débranche aussi.
On a souvent, et d'ailleurs c'est marrant parce que le dernier 40 nuances de Next qu'on a fait avec les deux fondateurs de HR Pass évoquait aussi cette notion de couper, de pas bosser le week-end. Et c'est vrai qu'on a souvent cette image de l'entrepreneur super-héros qui ne dort pas, qui répond à tout moment à un mail, n'importe quelle demande d'un collaborateur ou d'un client. Toi, tu prônes ça, qu'il faut savoir lâcher, voire déconnecté totalement. Oui, je suis, je suis assez extrême, donc il y a des moments qui sont très très chargés, très très tendus, où voilà, je peux être capable de répondre très tard, très tôt, de beaucoup bosser, d'avancer à fond sur les sujets. Et il y a des moments où il faut savoir aussi lâcher prise et tout couper au mois d'août pendant 3 semaines. Enfin, pour moi, c'est sain. Et c'est même un signe que sa boîte est bien structurée et que les choses vont bien si vous rentrez et que la boîte existe encore. Là, depuis quelques années, je recrute des personnes, on structure la boîte pour pouvoir partir en vacances sereinement. Je pense que c'est un dessin qui est sain. Je trouve intéressant aussi que là, du coup, tu as déjà connu évidemment un certain succès. On comprend qu'il y a beaucoup d'ambition encore. Peut-être ensuite au-delà de Payfit sur le sport, pourquoi pas comme la question que te posait ton associé. Et moi, j'aurais aimé savoir s'il y a aussi quelque chose que tu pourrais finalement laisser comme héritage. C'est une question qu'on pose parfois, pas tout le temps, mais il est vrai que tu es finalement encore jeune d'une certaine manière, mais tu peux déjà avoir, par toute ton expérience, tiré des enseignements. Et si un jeune aujourd'hui venait te voir et qu'est-ce que tu voudrais laisser comme héritage, ça pourrait être à tes enfants, mais ça peut être aussi à des gens qui veulent venir chercher l'inspiration auprès de toi. Qu'est-ce que tu laisserais comme conseil ou comme enseignement important dans tout ce que tu as déjà appris? Le conseil le plus important pour moi, c'est de prendre du plaisir. Donc de bosser avec les gens, bosser sur les sujets sur lesquels on sait que on va se faire plaisir. On va progresser, on va se voir sur le long terme et ne pas se forcer. Ne pas se forcer pour des raisons d'argent, des raisons de contrat, des raisons de pression sociale, de promesses faites à un parent, à quelqu'un, de toujours être dans cette recherche du plaisir et de la passion, parce que je considère que c'est dans ces moments-là, en fait, qu'on est bon et qu'on apporte le plus aux autres et qu'on s'apporte le plus soi-même. Donc voilà, être bien lucide, serein sur le fait que si jamais on se retrouve avec des personnes ou sur une activité qui nous fait plus plaisir, c'est peut-être qu'il faut se poser certaines questions. Il y a des leçons de vie que tu as appris au cours de ton enfance par des proches ou par des aventures qui te sont arrivées? Pas mal de sport quand j'étais jeune, et notamment du foot, m'a appris à ne jamais rien lâcher. La détermination, l'abnégation, l'envie de vaincre en équipe, d'y arriver ensemble et pas tout seul, même si ça suppose parfois de ralentir soi-même pour que l'équipe aille plus vite. Ça, c'est des concepts que j'ai trouvés dans le foot dès le plus jeune âge et qui m'aident dans la vie et notamment dans l'entrepreneuriat. Ouais. Alors j'essaie d'aller vers l'enfance pour faire une transition presque parfaite à une question d'un proche, d'une très proche. On l'écoute. Vous avez un message. Firmin, quel était ton plus grand rêve quand tu étais petit? Je reconnais une voix qui m'est familière. On peut peut-être dire quand même qui c'est. C'est Camille, ma fiancée, qui faisait partie de la fameuse coloc quand on a commencé à monter Payfit, qui a vécu tous les débuts de Payfit, qui au début nous prenait et qui est resté pour des fous, et qui est resté, qui a eu beaucoup de courage et qui m'a donné du courage aussi. Mon plus grand rêve quand j'étais petit, c'était de devenir footballeur professionnel.
C'était vraiment mon seul objectif quand j'étais petit et que j'ai peu à peu abandonné au cours de l'adolescence. Parce qu'il fallait répondre aux fameuses normes sociales, aux promesses qu'on a pu faire à des proches, des parents que tu évoquais tout à l'heure. Non, pas du tout. Non. J'avais 15 ans, j'avais le choix entre aller dans le centre de préformation du Stade Lavallois, où j'aurais peut-être eu une infime chance de voir la Ligue 2, ou alors continuer une vie normale avec des amis, des études. J'avais absolument aucune pression, mais j'ai fait le choix d'arrêter le foot à ce moment-là, parce que je voulais soit continuer le foot à 100%, soit arrêter pendant quelques années. Donc j'ai arrêté. Donc c'est 0 ou 100, encore une fois, comme ton associé. Ouais, c'est un peu ça. T'avais des rôles modèles aussi, petit, de sportifs ou autres d'ailleurs. Ouais, pour moi, le plus beau rôle modèle et que je continue d'avoir avec le temps. Je suis ses évolutions, c'est Zizou. C'est pour moi quelqu'un qui. C'est vrai que tu es jeune. J'avais 6 ans. Oui, c'est ça. Quand il met ses 2 coups de tête en juillet 98. J'étais un peu plus vieux quand il a gagné ses Ligues des Champions sur le banc du Real, mais pour moi c'est il y a tout il a tout gagné, il a tout fait avec une stabilité, une humilité qui sont très inspirantes. Je me pose la question sur Zidane, c'est intéressant de voir un spécialiste en parler, mais du coup, parce que il avait cette image effectivement de quelqu'un de très calme, bien que parfois il soit un peu nerveux et qu'il ait fait quelques tacles aussi sur le terrain quand même, malgré tout. Mais ça fait partie du jeu. Et qu'est-ce que tu penses de sa sortie sur ce fameux coup de tête contre l'Italie, puisque finalement c'est vrai que dans l'entrepreneuriat il faut aussi savoir garder son sang-froid. Et il y avait un regret pour ma génération qui est un peu plus âgée que la tienne d'avoir une si belle carrière, finir sur un truc qui était une image un peu de violence. Et oui, c'était très triste cette image, et ça montre que même des personnes comme lui peuvent avoir des instincts et des moments de folie, et il faut faire très attention à ça. C'est vrai que c'est une façon valorisante, et c'est bien vu de le présenter comme quoi finalement un champion de cette envergure-là, c'est aussi un être humain, donc il a le droit d'avoir des faiblesses. T'avais envie, Olivier, de poser quelques questions flash à notre invité. Oui, absolument. Un peu pour mettre de l'humour, mais c'est aussi une autre façon de t'interroger, Firmin. C'est des questions flash, c'est des questions que je vais te formuler là, mais c'est toi qui poses les questions ou qui nous révèle des choses sur le format question. Alors je t'en propose une, par exemple. Quelle est la question qu'on te pose tout le temps et à laquelle tu en as marre de répondre? Parce qu'effectivement, un CEO, un chef d'entreprise, notamment visible comme toi, il est souvent dans les médias. Est-ce qu'il y a une question qui t'agace? Question qui me pose souvent et qui m'agace, qu'on me pose très souvent, c'est comment vous avez eu l'idée de Payfit? Ouf, on n'a pas posé celle-là. Deuxième question flash, quelle est la question qu'on ne te pose jamais et c'est tant mieux? Non, tu n'as pas de tabou? Non, j'ai pas de tabou, et ce qui veut pas forcément dire que je répondrai, mais en tout cas, j'ai pas de, je suis très heureux en fait qu'on ose poser n'importe quelle question, quoi, que ce soit à des amis, en entretien avec des candidats, des payfitters. Je trouve que c'est, moi j'ai envie que les gens me fassent confiance et que, ils me parlent, comme si alors, en tout cas, dans le cas de candidats ou de payfitter, comme si j'étais un payfitter comme un autre, une personne comme une autre, traite tout le monde avec égalité. Donc bon, non, j'ai pas de questions tabou. Eh bien, Firmin, on enchaîne avec notre prochaine rubrique. On te propose de partager la plus grande claque que tu as jamais vécue. Waouh! Alors, Firmin, une claque, un moment où tu as appris, on l'espère en tout cas, un moment particulièrement dingue. Je précise que c'est aussi un moment important dans un podcast comme 40 millions de Next, c'est qu'on est souvent face à des entrepreneurs qui sont très positifs. Alors ils vendent très bien leurs projets, ils se vendent bien, ils ont des opinions, et tu l'as dit toi-même que tu étais optimiste. Mais je trouve toujours intéressant aussi d'admettre ou de reconnaître les moments
qui peuvent être par ailleurs constructifs, mais où on a subi des revers de fortune. Oui, quand on a commencé à créer Payfit donc en janvier 2015, et puis on est rentré chez une famille, on s'est fait contacter par des investisseurs, on a été attiré, on est allé pitcher chez eux, des investisseurs français. C'était en mai 2015 et à l'époque on n'avait pas encore de produit prêt à être utilisé et voilà on a vite vu avec 2-3 essais qu'on pourrait pas lever de fonds à ce moment-là dans de bonnes conditions. Donc là je me suis dit c'est pas possible. Pourtant on va faire un truc incroyable. Qu'est-ce qui se passe? Ils comprennent pas. J'explique mal les choses, on n'est pas encore assez près. Bon, en tout cas, ça m'a donné envie d'accélérer encore plus et de montrer et d'avoir l'impact qu'on voulait avoir. Et quelques mois plus tard, on réalisait notre première levée de fonds, un seed avec Kima et Jean de la Roche-Brochard, qui allait nous permettre d'embaucher notre premier payfitter et d'accélérer. Est-ce que tu es allé revoir des investisseurs qui t'avaient dit non après pour leur dire vous avez vu avec un esprit revanchard, ou est-ce que il n'y en a aucun de ceux qui t'avaient dit non après qui sont venus ensuite frapper à la porte? Si, mais bon, c'est pas, enfin je garde aucune rancœur et je suis resté en bon terme avec eux, pas de souci là-dessus. Par contre, du coup, de ces investisseurs du départ, tous sont restés, certains sont sortis au tour d'après. Non, ils sont tous restés pour l'instant. Ouais. Du coup, Firmin, on arrive petit à petit à la fin de ton 40 nuances de Next. Il y a un moment qui t'est complètement dédié, même si c'était déjà ton podcast, c'est la rubrique carte blanche, où là, tu as, comme son nom l'indique très bien, carte blanche complète pour évoquer le sujet de ton choix pendant 2, 3, 4 minutes. On va dire que c'est ton mini TEDx à toi. Ta carte blanche démarre après ce jingle. Carte blanche pour 40 nuances de Next. Le micro est à Firmin Zocchetto. C'est vrai qu'avoir de l'impact sur le monde qui nous entoure, sur nos employés, c'est quelque chose qui est important. On vit une très très belle aventure, on se fait grandir mutuellement, on va rendre service à de plus en plus de gens, un service de plus en plus grand en France, partout en Europe. Donc c'est extraordinaire ce qui nous attend, ça peut durer des années, des décennies, peut-être que il y aura énormément d'épreuves, que ça va être challengeant et ça l'a déjà été. Il y a quelque chose qui est très intéressant, c'est cette notion de passion qu'on peut avoir au début quand on crée une boîte en tant que fondateur et qu'il faut absolument garder, sinon il faut faire autre chose, je pense. Et cette notion de passion, on peut la transmettre en tant qu'entrepreneur assez facilement avec les personnes avec lesquelles on travaille, simplement en étant soi-même, en étant passionné. Et c'est ça pour moi qui donne le plus d'énergie aux personnes avec qui on travaille et qui fait la différence sur le long terme dans notre capacité à recruter des super talents, à attirer les bons investisseurs, à convaincre des clients aussi d'utiliser notre solution. Cette notion de passion, on peut aussi l'allier avec l'entreprise qu'on a créée. On parlait du Tour de France, du sport, de la bouffe. Il y a forcément des sujets qui nous tiennent à cœur en tant qu'entrepreneurs et qui peuvent être liés d'une manière ou d'une autre à la boîte. Donc voilà, moi c'est cette notion de passion, passion bienveillante que je retiens et que je souhaite continuer et que je ferai tout pour continuer de vivre à travers Payfit, les Payfitters, toutes les personnes qui nous font confiance. Et c'est la chose que je trouve la plus belle aujourd'hui et que je voulais partager avec vous. Magnifique ces mots sur la passion. Et est-ce que tu as pensé, est-ce que Payfit n'aurait pas intérêt peut-être à pousser le marketing, à pourquoi pas créer son équipe de cyclistes
qui peut être une façon aussi de promouvoir la marque ou un autre sport comme le football que tu évoquais? Oui, c'est quelque chose qu'on regardera peut-être dans les années à venir. On n'est pas peut-être pas assez gros aujourd'hui pour le faire, mais allier construction d'une entreprise et passion pour qu'enfin un Français gagne le Tour de France, c'est clair que ce serait beau. Tu souhaitais aussi partager ton micro à une entrepreneur qui te parle, on t'a demandé de sélectionner en préparant cette émission. On a cette rubrique Sista qui nous tient à cœur avec Olivier, notamment parce que au Next 40, il y a encore trop peu de femmes et plus globalement parmi les entrepreneurs français. Donc c'est important aussi de montrer celles qui réussissent, leur donner encore plus la parole dans les médias et donc y compris à vos côtés dans ce podcast. Et tu as choisi une entrepreneur, j'aimerais que tu nous en parles et que tu nous dises pourquoi tu l'as choisi. Oui, l'entrepreneur dont je voulais vous parler, c'est Alban Sanz, qui a créé Sociali il y a quelques mois, qui a travaillé chez Payfit, qui faisait partie des premiers Payfitters, et qui est parti créer Sociali pour simplifier la démarche de chaque donateur. D'ailleurs, j'espère qu'il y aura bientôt une intégration entre Sociali et Payfit, parce que ça fait beaucoup de sens. Et sans faire de jeu de mots avec Alban, mais en tout cas c'est quelqu'un que j'aime beaucoup et qui a un projet formidable et à qui je souhaite le meilleur vraiment dans les années à venir et qu'on va suivre et accompagner. On vous poussez chez Payfit cet esprit entrepreneurial qui pousse du coup et c'est à la fois magique et dommage, c'est les meilleurs talents à partir. Ouais, mais comme je disais tout à l'heure, la passion, c'est ce qui est le plus important. Donc si un payfitter a une passion pour créer sa boîte, moi j'en suis ravi et j'espère qu'il aura appris plein de choses chez nous et que on se recroisera. Et donc je l'encouragerai au maximum. Alors on a une petite tradition autour de cette rubrique Sista, c'est te demander de poser une question à l'entrepreneur, donc à Alban, dans ce cas-là, l'entrepreneuse ou l'entrepreneureux. Et on a une associée, Solène Etienne, qui se fera ton porte-micro pour aller lui poser la question et l'intégrer ensuite au montage dans le podcast 40 nuances de Next. Alors, quelle serait ta question pour Alban? Je lui demanderais, Alban, qu'est-ce que tu rêves d'avoir accompli dans 5 ans? Eh bien, sur ces belles paroles, sur cette question, et avant de laisser le micro à Solène et Alban, Firmin, il est temps pour Olivier et moi de te remercier de ce partage. Olivier, tu veux dire un mot? Écoute, moi j'ai été frappé par la maturité de Firmin, qu'on voit jeune entrepreneur récidiviste, on dit parfois serial entrepreneur, mais on voit qu'on a beaucoup à apprendre à l'écoute de ces enseignements. Donc merci de t'être prêté au jeu sans tabou et d'avoir répondu avec autant de calme et de sérénité. Difficile de croire qu'il n'avait que 6 ans à la finale de la Coupe du Monde 98. Effectivement. Firmin, à très bientôt. Merci beaucoup Olivier, merci beaucoup Thomas de m'avoir accueilli et à très bientôt. Et la parole est à Solène et Alban. Aujourd'hui, celle qui partage son micro avec notre invitée est Alban Sanz, cofondatrice de Sociali. Bonjour Alban. Bonjour Solène, merci beaucoup pour cette invitation. Alban, lorsqu'on se balade sur le site de Sociali, on voit cette phrase d'Hélène Keller qui dit « Seuls nous pouvons faire si peu, ensemble nous pouvons faire beaucoup ». Je me demandais si c'était cette phrase qui t'avait drivé dès le lancement de Sociali. Alors, dès le lancement, sinon je vais raconter mon histoire. En fait, Sociali, comme ça je vais t'expliquer comment ça s'est lancé. Donc Sociali, c'est une plateforme qui permet de simplifier la vie de chaque donateur, et donc ça vient de mon histoire personnelle au tout départ, donc pas forcément de cette phrase. Et en fait, depuis que je suis toute petite, j'ai à cœur d'aider les gens qui sont dans le besoin. Donc assez naturellement, quand à 18 ans, je me suis fait aborder dans la rue par un bénévole de chez Aide, je me suis arrêtée et je lui ai donné mon RIB. J'étais hyper heureuse parce que je commençais à soutenir financièrement une asso. Et il y a 1 an environ, je dirais, je me suis refaite aborder. C'était un bénévole de Médecins du Monde, cette fois-ci.
Et là, j'ai commencé à me questionner sur l'association que j'avais vraiment envie de soutenir. Donc, je pense que tout le monde a une cause qui lui tient plus à cœur. Donc, moi, depuis que je suis petite, ce sont les personnes sans abri. Et je suis rennaise. Donc, j'ai essayé de chercher sur Internet l'association qui correspondait à mes valeurs. Et là, je me suis rendu compte de pas mal de choses. Déjà, c'est hyper dur de trouver l'association qui nous correspond. J'ai aussi compris qu'en fait, c'était pas des bénévoles, ce sont des recruteurs de donateurs. Ils sont rémunérés, ça coûte hyper cher aux assos. Et donc, au final, j'ai compris qu'une bonne partie de mes dons tous les mois partait dans les frais de collecte. Et il y a aussi la défiscalisation. Donc, c'est assez complexe en France, parce que quand on fait un don de 100 €, je sais pas si tu es au courant, mais in fine, ça coûte aux donateurs 25 ou 34 € en fonction de l'association. Et en fait, il y a plus de la moitié des Français qui font pas les démarches pour percevoir cette réduction d'impôt. Voilà. D'accord. Et en fait, voilà. Et donc, c'est à ce moment-là, exactement, que l'idée de Sociali est venue. Donc là, assez rapidement, j'ai rencontré Luc, qui est mon associé, avec qui on partage exactement les mêmes valeurs. Et on s'est rendu compte qu'en fait, avec ses compétences techniques, grâce à ses compétences, on pouvait imaginer Sociali. Et donc aujourd'hui, Sociali, c'est une plateforme qui permet à chaque donateur de découvrir l'association qui lui tient à cœur, de la soutenir et de percevoir la réduction d'impôt hyper facilement. Voilà. Eh ben, merci pour cette introduction et ce pitch de Sociali. Du coup, qu'est-ce que tu as appris depuis le début de cette aventure ? Qu'est-ce que j'ai appris? Très bonne question. Alors déjà que je suis pas la seule à faire ce constat. J'ai rencontré pas mal de personnes, autant des donateurs que des personnes dans les associations. Donc les donateurs, ils sont à peu près unanimes pour dire que jusqu'ici, l'expérience, elle n'était pas top. Et dans les associations, j'ai rencontré plein de personnes hyper motivées qui ont envie d'agir. Et au final, c'est vraiment souvent un manque de moyens qui leur permet pas d'agir à la hauteur de ce qu'ils aimeraient. Et voilà. Et sinon, forcément, plein de projets hyper cool, comme celui qui me vient en tête là, mais c'est plus parce que moi, il me correspond, mais c'est l'association Toi à moi. Donc en fait, ils aident les sans-abri, ils achètent des appartements, ils logent une personne sans-abri de 3 mois à 1 an, pour qu'il retrouve un projet de vie. Une fois qu'il a retrouvé ce projet de vie, c'est une nouvelle personne sans abri qui peut être hébergée dans cet appart. Donc je trouve que c'est hyper cool comme projet. Bon, après, il y en a plein d'autres. Moi, c'est plus celui c'est un de ceux qui m'a le plus interpellé. Mais voilà, il y en a plein d'autres sur Sociali comme celui-ci. À découvrir du coup sur la plateforme. On arrive à ma dernière question qui n'est pas tout à fait ma question, mais celle plutôt de Firmin. Firmin, il voulait savoir ce que tu rêves d'avoir accompli dans 5 ans. Alors déjà, merci Firmin pour cette question et pour la nomination sur ce podcast. Qu'est-ce que j'ai envie d'avoir accompli dans 5 ans? Je pense que comme vous l'avez compris, depuis toujours, j'ai envie d'aider les gens. Donc j'aimerais que au final donner à une association, ce soit la norme pour tout le monde et du coup de donner la possibilité à chaque personne de pouvoir avoir l'impact positif qu'il souhaite sur le monde. Voilà. Je pense que si je réalise ça, ce serait plutôt cool. Ce serait gagné. Et bien, en tout cas, on va inciter tous nos auditeurs à se rendre sur Sociali, SO2SIALY avec 2 S comme association et découvrir l'ensemble des associations qui sont déjà répertoriées et je suis sûre qu'il va y en avoir plein d'autres. En tout cas, Alban, bravo pour ton projet et à très bientôt. Merci beaucoup Solène, à bientôt. 40 nuances de Next. Le Next 40 comme vous ne l'avez jamais entendu, animé par Olivier Mathieu et Thomas Benzazan.